Théoriquement, Omelette animée vidéo est censée être une émission consacrée aux OVA. Mais je vais m'autoriser quelques petits écarts dans le cadre de hors-série, comme cette fois-ci, où on va parler de séries télé. Dans le futur, je traiterai aussi de téléfilms et de longs métrages cinéma. Mais attention, pas n'importe quelle série. Non, là, à part une ou deux, on va parler de trucs vraiment obscurs, inconnus du commun des mortels. Même moi, il y a des titres que je n'ai découverts que très tardivement, genre l'année dernière. Généralement, on trouve au moins des éditions VHS et Laserdisc, mais pas de DVD, et le streaming, enfin légal en tout cas, vous oubliez. Tiens, si jamais vous connaissiez plus de 2 ou 3 des animés dont je vais parler, dites-le moi en commentaire, je suis curieux. Ce qui ne veut pas dire que ces animés sont forcément dénués d'intérêt, loin de là. Mais ils n'ont parfois pas eu de chance, pour tout un tas de raisons. Il est donc grand temps de réparer cette injustice. On va les traiter dans l'ordre chronologique. Ça commence fort. Cette vidéo est censée être centrée sur les années 90, et celui-ci date de 88. Bon, on est presque en 90, vous ferez comme si vous n'aviez rien vu. Comme vous avez pu le lire juste avant, le nombre d'épisodes est approximatif. Pourquoi ? Parce qu'à la base, il s'agit d'une série de très courts sketchs variant entre 2 et 5 minutes, diffusés de manière hebdomadaire durant 4 mois, au sein d'une émission nocturne de la Fuji Telebi. C'est assez exceptionnel pour être remarqué, car à l'époque, il n'y avait pour ainsi dire aucun animé diffusé à une heure aussi tardive. Mais au vu du contenu, on comprend pourquoi. A l'origine, Dr Chichibuyama est un yonkoma manga, c'est-à-dire des strips comiques en 4 cases. Genre qu'il me semble difficile à adapter en animé, mais passons. La particularité du truc, c'est qu'il s'agit d'un mélange d'humour graveleux, très graveleux, et surtout d'humour noir. Le docteur Chichibuyama tient un hôpital, dans lequel l'espérance de vie des patients est bien peu élevée. Qu'il s'agisse du dit docteur ou de ses assistants, particulièrement la jeune infirmière Midori, lorsqu'ils prennent en main un patient, celui-ci risque fort d'y rester. On découvre par exemple que Midori a déjà plus de 300 morts à son actif. Mais notre bon docteur est également un obsédé sexuel de première à la Ryo Saeba, et le fait qu'il soit doublé par Akira Kamiya n'est peut-être pas un hasard. Dès qu'il a l'occasion de peloter une patiente, il ne se gênera pas. Et c'est assez surprenant car traditionnellement au Japon, l'humour noir est plutôt rare, relativement incompris d'une majorité de la population. On ne comprend pas vraiment comment on peut rire de la mort ou de la souffrance d'autrui. Bref, initialement déjà un manga de niche, l'anime lui aussi se destinait forcément à un public très particulier. On part aussi dans des délires n'importe nawak vers la fin comme une attaque extraterrestre. Au final, mon avis est mitigé. Je n'aime pas particulièrement l'humour de ce type, donc je n'ai pas été très réceptif. Mais si vous appréciez, vous pouvez toujours jeter un œil. L'intégrale de la série, soit 45 minutes, a été réunie en 2 VHS et Laserdisc, sortis juste après la diffusion du dernier épisode. Dans un Japon médiéval fantastique, le démon Kuroyasha Doki s'est échappé de l'enfer. Les dieux du nord, de l'est, de l'ouest et du sud décident alors de se regrouper afin d'aider le héros Kabuto, qui au passage porte l'insigne de Batman sur son costume, ce dernier disposant par ailleurs d'une arme redoutable, une épée diabolique douée de paroles nommée Hiryu. Pardon si je m'attire lire des fans de Terasawa, mais à mon sens, Cobra est son seul chef-d'œuvre. Le reste est généralement assez moyen, et Kabuto ne fera pas exception à la règle. Je désirais découvrir Kabuto depuis très longtemps. Au milieu des années 90, j'avais récupéré l'opening en vidéo, qui m'avait donné envie de voir l'anime. Hélas, recherches infructueuses, puis l'oubli. Jusqu'à ce qu'enfin je tombe dessus au début des années 2010. Autant le dire tout de suite, quelle déception. Perso sans grand intérêt, rythme et musique soporifique, scénario basique, même si bon, je n'en attendais pas beaucoup à ce niveau, ça frappe, ça coupe, ça tranche. Kabuto est remarquable avant tout pour sa réalisation. Non seulement Satoshi Urushihara est au character design, mais globalement, la réalisation est d'une qualité incroyable pour une série télé de 90. Certains OVA de l'époque sont moins beaux.
Le plus étonnant, c'est la société de production. Kabuto a été réalisé par la NHK, ce qui explique sans doute un budget plus conséquent qu'à l'ordinaire. NHK, la télé publique nippone, qui généralement ne sort que des animés familiaux. Or, Kabuto est quand même bien violent, et je ne comprends toujours pas comment la NHK a pu oser sortir un truc pareil. C'est un peu comme si, entre deux Meisaku, la Nippon Animation avait produit Hokuto no Ken. Je n'ai même pas réussi à visionner l'intégrale tellement je me suis ennuyé. J'ai dû sauter le dernier tiers de la série pour regarder seulement le dernier épisode. 2 points importants à retenir. Dans le manga, il y a 2 générations de Kabuto, mais une seule dans l'anime. Les scénaristes ont tout intégré au plus ancien. Pas de Kabuto deuxième du nom dans le dessin animé donc. Terasawa n'a pas aimé la série. Il s'est alors occupé de très près de l'OVA, plus proche de la vision de son œuvre. Je ne l'ai pas vu, je peux donc pas vous en parler. Notons que si le dessin animé n'a pas eu de succès au Japon, il semble être assez connu en Espagne. La série aurait été achetée par la 5, source Planet Jeunesse, mais n'a même pas eu le temps d'être doublée, que la chaîne disparaissait déjà. Cela dit, vu la relative violence de l'animé, je ne pense pas qu'il aurait fait long feu. Kabuto propose un opening qui dépote, une remarquable qualité de réalisation, mais pour le reste circulez, y a rien à voir. Si vous trouviez Captain Tsubasa trop réaliste, alors Dragon League est fait pour vous. Un animé au concept complètement barré, et hélas qui n'a pas du tout marché, malgré d'indéniables qualités. Pour résumer simplement, essayez d'imaginer des matchs de foot. C'est vraiment le cœur de la série, il ne dure jamais plus de 2 épisodes, mais au final il y a peu de séquences entre ceux-ci. Au bas mot, 80% du temps de l'animé se passe sur le terrain. Mais dans un univers d'heroic fantasy, avec quelques humains et surtout des animaux anthropomorphiques, dont des dinosaures et carrément des dragons dans l'arc final. Oui, on a des dragons qui jouent au foot. Mais ça ne rigole pas. Ce ne sont pas de simples rencontres sportives, vu que les matchs remplacent plus ou moins les guerres entre royaumes. Et dans le dernier arc, si l'équipe des héros perd, leur monde sera entièrement dévasté. La série a été diffusée de mai 93 à février 94, et ce n'est sûrement pas un hasard. 94, c'était en effet une année de Coupe du Monde, aux USA pour être précis. Mais elle a souffert d'une diffusion chaotique qui n'a pas aidé à la rendre populaire. Sur 39 épisodes, elle changea en effet 5 fois d'horaire. D'abord le vendredi de 17h30 à 18h, puis de 16h30 à 17h, puis le dimanche à 5h10 du matin, qui va regarder la télé à 7h, sérieux, puis à 5h25, c'est un peu mieux, et le dernier épisode fut carrément diffusé à 4h55, un dimanche matin. Elle ne fut jamais éditée en vidéo, hormis une VHS résumant la série, et il y a peu de chances que ça arrive plus de 30 ans après. Le seul moyen de la visionner, c'est grâce à des rips d'enregistrement d'époque mis sur YouTube, mais il manque le premier tiers de la série. Toutefois, l'anime a aussi été diffusé dans d'autres pays,
notamment en Italie et en Espagne. Mais en VO, il n'y a rien d'autre disponible. Il y a eu un manga aussi, mais qui condense toute la série en un seul volume. Pareil impossible. Et c'est dommage, parce que même si Dragon League est destiné à un public relativement jeune, c'est très sympa. Le chara design est plutôt joli, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est très dynamique, et cette bande son, l'opening est cool, les BGM très bonnes, et l'ending excellent. Je vous conseillerais bien d'acheter les CD, mais ils sont devenus assez rares et un peu chers. Niveau cast, c'est très étrange. En effet, la plupart des comédiens étaient de toutes jeunes recrues, dont c'était le premier travail. Néanmoins, on retrouve tout de même, excusez du peu, Megumi Hayashibara dans un des rôles principaux. Et rien que pour ça, c'est étonnant que l'anime ne soit pas davantage connu. Mais évidemment, ce qu'on retiendra avant tout, ce sont les techniques spéciales lors des affrontements, qui sont un tout autre level que celles de Captain Tsubasa. On est limite plus dans le shonen de baston. Il y a également un épisode où le gardien de but, depuis sa cage, marque un but dans le camp adverse, en renvoyant la balle juste d'une main. On a carrément des persos qui volent aussi, y compris des humains. Du coup, comme quelques images sont bien plus parlantes que de longs discours, je vous ai fait une petite compilation maison sur la chanson de l'ending. Enjoy! 心のまま
Avant de conclure, une anecdote pas directement en rapport avec la série, ni même l'animation nippone en général, mais en visionnant Dragon League, je le rappelle via des enregistrements d'époque, il y avait aussi les publicités. Eh bien, j'y ai repéré une pub pour Nesquik. Qu'est-ce que cela de particulier ? Eh bien, si la marque existe en France depuis le début des années 60, elle n'a été introduite au Japon qu'en 93, et ça n'a pas marché. Nesquik a disparu des rayons 2 ans plus tard, et Nestlé n'a plus jamais retenté l'aventure au pays du seuil levant. Allez, cadeau bonus, je vous la mets aussi. Quel est le point commun entre les animés Street Fighter 2V, Virtua Fighter et Tight Road ? Eh bien, outre le fait que les trois disposent de génériques absolument excellents, il s'agit de 3 jeux de baston adaptés en série télé. Toute la première moitié des années 90 aura été la grande époque des jeux de versus fighting, inaugurée évidemment par Street Fighter 2. Il y a des tonnes de vidéos sur Street Fighter sur la chaîne, je vous y renvoie si vous ne les avez pas encore vues. Et si beaucoup auront eu droit à leur adaptation animée, peu auront eu la chance d'avoir carrément droit à une série pour la télévision, ce qui permet évidemment un meilleur développement de l'intrigue et des personnages. Et là, j'en vois déjà qui froncent les sourcils. Tight Road ? C'est quoi ce truc ? Et ce jeu n'existe pas. Effectivement, l'histoire derrière ce dernier est peu banale. De base, il devait bien y avoir un jeu, édité par Zamuse, une filiale de Banpresto, elle-même filiale de Bandai, qu'on connaît surtout pour le Macross de la Super Famicom. Néanmoins, ils ont vu les choses en grand et ont carrément demandé à la Toei Animation la fabrication d'une série de 13 épisodes afin de faire la promotion du titre. Sauf que, pour une raison que j'ignore, finalement le développement du jeu sera stoppé alors que l'animé, lui, était déjà prêt. Du coup, il fut diffusé en catimini fin 94, puis ensuite édité en VHS, mais apparemment uniquement en location, après quoi il est totalement tombé dans l'oubli. Heureusement, on peut trouver l'intégrale sur le net. L'OST, elle, a tout de même été commercialisée. Ceci mis à part, qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, j'ai été plutôt agréablement surpris. Bien entendu, il ne faudra pas s'attendre à un scénario de fou, mais les persos sont plutôt réussis. J'ai un faible pour le bourrin du groupe, un Français qui se nomme Gérard, et donc je me demande s'il n'aurait pas été inspiré par Gérard Depardieu. L'histoire et la mise en scène tiennent la route, ça se regarde avec plaisir, on est très loin d'une immondice comme l'animé d'Art of Fighting, ou même l'affreuse seconde partie de Street Fighter 2V. Malheureusement, c'est sur la forme que ça pêche. On est vraiment dans le style typique des 90s, avec ses persos aux traits filiformes et ultra anguleux. Ça, clairement, je n'aime pas. Pire encore, certains plans de visage sont vraiment moches. Quant au combat, ça dépend. Certains coups spéciaux sont quand même plutôt ratés, tandis qu'à d'autres moments, ça va. Toutefois, si niveau ambiance globale, ça ressemble plus à du SNK qu'à du Capcom, il y a une poignée d'éléments qui rappellent un peu trop Street Fighter. Exemple. Dans les 2 premiers épisodes, on a un perso secondaire du nom de Blanka. Alors, il est totalement humain, mais bon, il s'appelle Blanka. Ainsi qu'un Charlie, qui va mourir, et dont le but d'un des personnages principaux sera de le venger. Alors oui, en VO, Charlie se prénomme Nash, mais même au Japon, je pense qu'à l'époque, beaucoup de gens connaissaient son nom occidental, tout du moins dans le milieu des créatifs. Et qui est ce fameux perso qui va réclamer vengeance ? Alors non, perdu, pas un militaire américain, mais une militaire britannique, aux longs cheveux blonds, et qui s'appelle Sarah. Pour info, Camille, dans Super Street Fighter 2, avait comme nom initial Sarah. On en retrouve d'ailleurs une trace en fouillant dans le programme du jeu. Toutefois, il s'agit peut-être plutôt d'une référence à Sarah Bryant de Virtua Fighter. Quant à l'autre personnage féminin de la série, elle est chinoise. Bah tiens. Il est aussi question d'une drogue censée transformer des combattants en soldats berserkers. Ça ne vous rappelle rien ? J'aurai également un petit grief à la toute fin, où 2 persos se retrouvent en couple alors que rien n'a été évoqué à ce sujet durant les 13 épisodes. Mais au final, Tight Road reste plutôt divertissant. C'est sûr que ça ne cassera pas 3 pattes à un canard, mais ça se laisse regarder avec plaisir.
それが定めさ野生の魂が牙を抜いてる戦い続けるんだもう振り向かない全て追いかけるのさ俺の生き方100億の暗闇は熱い情熱で濡れせ信じた明日のために拳突き上げるぜLorsque j'ai découvert la série via son opening, j'ai d'abord cru à une version japanime de Jurassic Park. Mais en fait, pas du tout. Tout commence au début des années 80, où Kunihiko Yuyama, réalisateur de Minky Momo, a une idée. Celle d'adapter très librement le roman de Jules Verne, 2 ans de vacances, mais en version science-fiction. Or, que sort-il en 1983 Vaille-Femme. Je vous renvoie au Tall Metal et Boulons associés. Mince alors, c'est quand même une sacrée coïncidence, et Yuyama abandonne temporairement l'idée, ça aurait bien trop fait plagiat. Puis les années passent. En 1992, la division internationale de Fuji 8 se voit proposer le sponsoring d'une chaîne italienne pour une coproduction, ce qui est loin d'être une première. Tout le monde se rappellera de la version canine de Sherlock Holmes par exemple. Et qu'est-ce qui cartonne à cette époque ? Jurassic Park. Du coup, Yuyama ressort son projet du placard, Vaille-Femme est déjà bien loin, et va remplacer la science-fiction par des dinosaures. Pour résumer très simplement, un groupe de 15 enfants âgés de 4 à 17 ans, initialement partis sur un bateau pour une sorte d'excursion de club, se voit soudainement téléporté dans un autre monde. Oui, c'est un isekai. Celui-ci ressemble à la Terre, mais est quasiment dépourvu de toute technologie, qui a été prohibée par le clergé, et surtout, non seulement les dinosaures n'ont pas disparu, mais certains ont même la capacité de parler, et disposent d'une intelligence humaine. Hélas pour eux, ils sont considérés comme inférieurs aux humains, et doivent donc en subir les conséquences. Si le but premier de nos héros va être de pouvoir rentrer chez eux, ils vont aussi se retrouver impliqués dans les conflits entre humains et dinosaures. La série n'a pas du tout marché au Japon, dépourvue de presque tout merchandising, et certaines demandes de la partie italienne ont épuisé le staff, comme devoir redessiner certaines séquences jugées pas assez bonnes. Et malgré un opening chanté par Hironobu Kageyama, même si pour être honnête, il est vraiment pas top. C'est dommage, bon comme d'habitude, je n'ai pas aimé l'aspect esthétique si années 90, avec ses persos filiformes ou trianguleux. L'OST est loin d'être inoubliable également. Par contre, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Mais même si ça part comme Vaille-Femme, cela s'en éloigne beaucoup également. Dans le premier, les enfants étaient entièrement livrés à eux-mêmes dès le 4e ou 5e épisode. Dans Jura Tripper, ils rencontreront de nombreux adultes pour les aider. Sans quoi, ils seraient morts plusieurs fois. Une étrange curiosité, la plupart des persos du groupe n'ont pas de nom, mais uniquement un surnom, comme capitaine, princesse, leader, etc. Le seul reproche que je ferai concerne Morsal, qui sur les premiers épisodes est l'antagoniste principal, mais qui ne sert pas à grand chose. C'est seulement sur les tout derniers épisodes, lorsqu'il retourne sa veste, qu'il devient plus intéressant. Les persos sont réussis et certains évoluent pas mal, mais sur les 15, il y a vraiment un protagoniste archi détestable, God, oui il s'appelle carrément Dieu, qui, hormis dans l'ultime épisode, va passer son temps à causer de sacrés problèmes, voire carrément à trahir le reste de l'équipe. À se demander comment ses compagnons font pour le supporter tout le long. Non, franchement, Jura Tripper ne méritait pas de tomber dans un tel oubli. La série a quand même été éditée à l'époque en VHS et Laserdisc, mais jamais rééditée depuis.
体中感じたい海を飛び越えて勇気一つさえも言葉にできなくて一人傷ついた君を見ていた果てしない空に迷え輝き信じたい地図にない世界今日も瞳そらさず追いかけようどこまでもMagie et technologie s'opposent dans un monde inspiré par le bassin méditerranéen. En effet, les héros voyageront à Venise, Monaco, Marseille, mais attention, ça s'arrête généralement au nom. Aucun rapport avec les villes que nous connaissons dans la réalité. Le père du jeune Gulliver Toscani, un garçon qui se découvre d'étranges aptitudes de combat, se fait tuer par Judo, le roi d'Espagne, qui veut conquérir la planète. Gulliver part à sa recherche afin de se venger. Il sera accompagné de son ami Edison, un inventeur de talent, et de la princesse Misty. De base, Gulliver Boy est un projet cross-média lancé par Hudson Soft, Red Company et la Shueisha. On retrouve sur ce projet le célèbre Hoji Hiroi, auteur de Wataru, ou en jeu vidéo, Tengai Makyo ou encore Sakura Tyson. Toyo Ashida au character design, c'est Wataru encore, Kohei Tanaka à la bande-son, et on a même droit à un mecha designé par Akira Toriyama. Bref, que du beau monde. Le jeu, sur PC Engine, a été pensé avant l'anime, mais il va y avoir certains soucis. D'abord, hormis le pitch de départ, et même s'il s'agit des mêmes personnages principaux, bien que certains soient exclusifs à l'un ou l'autre, le scénario est très différent entre les deux. Ceux qui espéraient une adaptation fidèle du soft seront déçus. Ce qui ne veut pas dire que la série n'est pas bien, hein. Alors que l'audition pour le choix des seiyuu du jeu était déjà validée, il est décidé d'en faire une nouvelle pour l'anime. Cela ne plaît pas du tout aux comédiens des héros principaux, dont Kapei Yamaguchi, excellent dans le rôle de Gulliver, qui manifestent clairement leur désaccord, mais au final, seuls 5-6 personnages garderont bien leur voix d'origine. Mais le jeu arrive trop tard, au milieu de la diffusion de la série, alors qu'elles auraient dû sortir à peu près en même temps. Notons que la qualité des vidéos est incroyable pour la console. D'ailleurs, certaines séquences seront réutilisées dans l'anime. Et en plus, on est déjà en mai 95, sur PC Engine, une console 8 bits, alors que PlayStation et Saturn sont déjà sur le marché depuis 6 mois. Le titre est très bon, un des meilleurs RPG de la machine sans aucun doute, mais il fallait le sortir au moins un an auparavant. Là, c'est trop tard. Le public est passé à autre chose, et les ventes sont franchement décevantes. Nul doute que sorti en 93, il aura fait un carton. Il ressortira néanmoins sur Saturn dans une version plus jolie en 96. On trouve aussi un épisode sur Super Famicom, mais c'est un action RPG original. Gulliver est dans la droite lignée de ses animés de grande aventure, genre Wataru, pas étonnant vu le staff, toutefois il est assez surprenant dans le sens où, alors qu'on s'attendra à une œuvre plutôt comique, ce n'est pas franchement le cas. On a bien sûr quelques gags, mais pas tant que ça, et le personnage de Judo est assez fascinant. Bien loin du méchant basique et ou ridicule, je l'ai trouvé assez terrifiant dans le sens où il est littéralement fou allié, et du coup terriblement dangereux. Signalons son interprétation magistrale par le défunt Kaneto Shiozawa. Plus surprenant encore, l'évolution de la série, qui est partagée en 3 arcs. La lutte contre Judo, la lutte contre Hallelujah, qui est la véritable méchante de l'histoire, et les 8 derniers épisodes, qui racontent le voyage de retour des héros. Mais l'ambiance est beaucoup plus légère. C'est même là qu'il y a le plus d'humour, dont un clone de Bruce Lee doublé par Akira Kamiya. C'est très étrange. D'habitude, on démarre en douceur pour arriver sur un scénario plus sombre. Mais Gulliver Boy réussit l'exploit de faire l'inverse. Toutefois, en toute honnêteté,
ce dernier arc n'avait pas franchement de raison d'être, et me semble plutôt faire du remplissage inutile. On ne pourra également passer sous silence le personnage de Misty, qui dans un épisode semble se transformer en Super Saiyajin, et qui ensuite bénéficie d'une transformation à la Sailor Moon, sachant que Misty a reçu son pouvoir de la déesse de la Lune. Ouais, regardez la séquence. J'ai beaucoup aimé Gulliver Boy, enfin moins la dernière partie, mais même si je n'apprécie pas le style graphique, alors, tout du moins que je trouve inapproprié pour une série finalement assez sérieuse dans l'ensemble, mais si vous aimez les animés de grande aventure, n'hésitez pas. Le jeu quant à lui est très proche d'un Dengai Makyo, mais si le premier CD est très bon, il s'essouffle pas mal sur le second, et le soft abuse un peu trop des combats aléatoires. Étrangement, ça va être l'exception qui confirme la règle, il semble n'y avoir eu aucune édition ni en VHS ni en Laserdisc, mais c'est bien sorti en DVD en 2012, sous forme d'une DVD box, et désormais elle coûte un rein. Mais c'est l'histoire d'une fille qui se transforme en garçon, mais pas au contact de l'eau. Le scénario débute par le réveil d'une jeune amnésique, venant de notre monde réel, mais dans un univers fantastique. Oui, c'est encore du isekai. Elle croise par hasard la princesse Milou, qui est poursuivie par des soldats. Bien que théoriquement ne sachant ni se battre ni faire de la magie, elle se retrouve malgré elle à invoquer une sorte de mecha avec lequel elle fusionne, et n'a aucun mal à repousser les agresseurs. Mais ce n'est pas la première surprise. Lorsque la nuit tombe, elle se transforme en homme, qui possède sa propre personnalité, bien différente. Désormais, elle sera femme le jour et homme la nuit, et entame un voyage en compagnie de Milou, dans lequel elle rencontrera des compagnons, espérant recouvrer la mémoire. Tiré d'un manga publié entre 93 et 98, on se retrouve dans un monde de fantasy dans une ambiance un peu à la Bakuretsu Hunter, si typique de ces années-là. Toutefois, si les premiers épisodes peuvent laisser penser à un animé plutôt délire, le tout s'assombrit par la suite. Pour être honnête, j'ai relativement bien aimé le début, mais je n'ai pas réussi à accrocher à la seconde partie, dont par ailleurs j'ai eu du mal à comprendre une partie de l'intrigue. Il convient de préciser que Mess fait partie de ces premiers animés télé diffusés très tard le soir, et pour cause, il y a quand même un côté érotique assez présent,
que ce soit la phase de fusion avec le mecha, et ses tentacules qui se faufilent un peu partout, ou le personnage de Solitude, une lesbienne qui harcèle sans cesse notre héroïne. Quant à Milou, en fait, si le sujet n'est pas abordé dans la série, c'était peut-être un peu too much, dans le manga, il est clairement précisé dès le début qu'elle est hermaphrodite, et possède donc à la fois des organes féminins et masculins. Ce que j'ai le plus apprécié dans Maze, c'est clairement le premier ending, Junk Boy, entraînant et trop mignon. Même si l'opening est très sympa lui aussi. Après, la série en elle-même, bon... Elle est bien sortie en VHS et Laserdisc, mais n'a jamais été rééditée depuis. Toutefois, ce n'est pas la seule adaptation. Un an avant la série avait été réalisé un OVA en 2 volumes, qui est une histoire originale. Et qui, sans virer au 18+, est quand même bien porté sur la nudité, avec beaucoup de tétons, ainsi que des dialogues parfois clairement explicites. Genre une petite fée qui explique avec une petite voix toute mignonne que pour se reproduire, dixit, « Nous les fées, nous nous transformons en femmes humaines durant une journée et nous faisons du sexe qu'avec un garçon humain. » Mais ce qui est le plus obscur, c'est un film sorti au cinéma en avril 1998 et qui n'est ensuite jamais sorti dans le commerce, sous quelque forme que ce soit. Aucune édition vidéo à l'époque, ni depuis. On sait que ce film existe, on a des traces de sa diffusion au cinéma, mais le film en lui-même est un lost media. Bande perdue? Problème de droit? Je n'en ai aucune idée.